Nous investissons depuis des décennies dans des entreprises, dans des systèmes, dans des structures de gouvernance. Et si j'ai appris une chose au cours de ces 40 années passées à observer comment les organisations survivent ou s'effondrent, c'est que la loyauté, lorsqu'elle est mal placée, n'est pas une vertu. C'est un passif. C'est un risque non comptabilisé au bilan qui finit toujours par faire faillite. Ce que nous avons observé au Capitole n'est pas un simple incident politique isolé, un tweet controversé ou une dispute partisane ordinaire. Ce que nous avons vu, mesdames et messieurs, c'est l'équivalent institutionnel d'un directeur financier de confiance, un homme qui connaissait tous les secrets comptables, qui se lève au milieu d'une réunion du conseil d'administration, jette ses livres sur la table et annonce qu'il ne peut plus, en bonne conscience, certifier les chiffres. La démission du sénateur Markham, un homme qui n'était pas un dissident mais un pilier de l'establishment, un architecte de la montée en puissance de l'administration précédente, n'est pas une note de bas de page. C'est le signal d'alarme. C'est la fissure dans le barrage que tout le monde prétendait ignorer, jusqu'à ce que l'eau commence à s'infiltrer par les murs du salon. Regardez. Cela fait de nombreuses années que j'étudie attentivement la manière dont les institutions réagissent à la pression extrême. Elles se plient, elles s'adaptent, ou elles se brisent. Et permettez-moi de vous le dire avec toute la clarté possible. Lorsque des hommes comme Markham, des hommes qui ont tout misé sur un système, décident que le coût de leur participation est devenu trop élevé, nous ne sommes plus face à une anomalie passagère. Nous sommes témoins d'un réalignement sismique. Nous assistons à la liquidation forcée d'un capital politique qui était surévalué depuis bien trop longtemps. Ce qui m'inquiète profondément, ce qui me prive véritablement de sommeil, ce n'est pas l'acte de démission lui-même, c'est la fragilité qu'il expose. Ce n'est pas le départ d'un homme, c'est la révélation que l'édifice tout entier, dont nous dépendons tous pour la stabilité de nos investissements, de nos vies, de notre avenir, est peut-être bâti sur des fondations bien moins solides que ce que les brochures officielles nous assuraient. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce moment est différent. J'ai observé l'effondrement de systèmes entiers, de la bulle Internet à la crise des subprimes de 2008. Le schéma est toujours le même. D'abord, il y a la normalisation de l'inacceptable, des pratiques commerciales risquées, des bilans financiers opaques, une gouvernance d'entreprise qui ignore les avertissements des auditeurs. Dans le cas d'Enron, c'était la comptabilité hors bilan. Dans le cas de Washington aujourd'hui, c'est la politique hors constitution. C'est l'idée que les normes, les traditions et parfois même les lois sont des suggestions facultatives si l'objectif politique est jugé suffisamment important. Le sénateur Markham, pendant des années, a participé à cette normalisation. Il a voté en ligne. Il a défendu l'indéfendable. Il a fourni la couverture institutionnelle nécessaire. Et maintenant, il se retire. Pourquoi? La vraie question n'est pas « pourquoi est-il parti ?», mais pourquoi est-il resté si longtemps et qu'a-t-il vu qu'il a finalement poussé à sauter du navire? Imaginez une entreprise, appelons-la USA Inc., cotée en bourse. Les citoyens sont les actionnaires. Le Congrès est le conseil d'administration. Le président actuel ou ancien est un PDG ou un ancien PDG qui exerce toujours une influence démesurée. Pendant des années, ce conseil d'administration a approuvé les décisions d'un PDG charismatique mais erratique. Ils ont ignoré les risques systémiques. Ils ont aliéné les partenaires commerciaux internationaux, nos alliés, et ils ont vidé les réserves de bonne volonté institutionnelle. Le sénateur Markham était un membre clé de ce conseil. Sa démission n'est pas seulement une protestation, c'est un vote de défiance envers la direction actuelle de l'entreprise. C'est une déclaration aux actionnaires disant « Les chiffres que nous vous présentons sont faux. L'entreprise est insolvable sur le plan moral et éthique, et je crains une faillite imminente. Passons maintenant aux faits vérifiables. Car dans l'investissement comme en politique, les faits sont têtus. La démission de Markham, survenue le 9 novembre 2025, n'était pas le fruit du hasard. Elle est intervenue 3 jours seulement après la publication du rapport du comité d'éthique, un rapport que beaucoup s'attendaient à voir étouffé. Ce rapport, que le Washington Post a qualifié de document le plus explosif depuis une décennie, détaillait non pas une simple malversation, mais un schéma coordonné de pression sur le département de la justice, des pressions visant à enterrer des enquêtes spécifiques qui, si elles avaient été révélées, auraient pu changer l'issue des élections de mi-mandat. Markham, en tant que président de la commission judiciaire à l'époque, était au centre de cette tempête. Sa démission, accompagnée d'un discours de 25 minutes au Sénat où il n'a jamais mentionné Donald Trump par son nom,
mais où il a parlé 12 fois de l'érosion de l'état de droit et de son incapacité à léguer une république brisée à ses petits-enfants, a été un coup de tonnerre. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une trahison politique au sens habituel. C'était un acte de sabotage institutionnel. Ou peut-être, juste peut-être, un acte de patriotisme désespéré. Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de confiance. La confiance est le lubrifiant de l'économie mondiale. C'est la monnaie la plus précieuse d'une démocratie. Sans elle, les contrats n'ont pas de valeur. Les alliances s'effondrent et les marchés s'arrêtent. Un sondage rapide de CNN Hours, réalisé dans les 24 heures suivant le discours de Markham, a montré que 68% des électeurs indépendants ont déclaré que sa démission les rendait significativement plus préoccupés par la santé des institutions américaines. Ce chiffre était de 45% il y a seulement 6 mois. Mesdames et messieurs, c'est une accélération de l'effondrement de la confiance. Analysons les acteurs de ce drame. Il y a bien sûr l'ancien président Trump. Pour lui, tout est transactionnel. La loyauté n'est pas un principe, c'est une devise. La démission de Markham n'est pas une divergence philosophique. C'est une trahison personnelle, la pire des offenses. Sa réaction prévisible a été de qualifier Markham de rhino, républicain de nom seulement, de faible, de rat quittant le navire. Mais cette rhétorique habituelle sonne creux cette fois. Pourquoi? Parce que Markham n'est pas un dissident marginal. Il était l'architecte. Il était l'homme qui a tenu la ligne. Quand un homme comme celui-là part, ce n'est pas le départ d'un rat. C'est l'architecte qui vous dit que les fondations sont pourries. Ensuite, il y a le leadership du Parti républicain au Congrès. Ils sont maintenant pris dans un étau. Ils sont le conseil d'administration d'une entreprise dont le principal actionnaire, la base électorale de Trump, exige la loyauté envers un PDG qui détruit la valeur à long terme de l'entreprise. Ils sont terrifiés. Leur silence, leur incapacité à soutenir Markham ou à le condamner fermement n'est pas de la stratégie, c'est de la paralysie. C'est ce qui arrive lorsque la peur de l'électorat à court terme l'emporte sur le devoir fiduciaire envers la Constitution à long terme. Et puis, il y a les démocrates. Ils observent cela avec un mélange de jubilation et d'horreur. Jubilation car leur adversaire s'autodétruit. Horreur car ils comprennent que l'instabilité de l'autre parti menace l'ensemble du système. Si la moitié du conseil d'administration de USA Inc. devient irrationnelle ou captive d'un seul individu, l'entreprise ne peut pas fonctionner, quel que soit le PDG en place. Nous investissons depuis des décennies, et si j'ai appris une chose, c'est que les marchés détestent l'incertitude. Ils peuvent s'accommoder de mauvaises nouvelles. Ils ne peuvent pas s'accommoder de l'imprévisibilité. L'effondrement apparent du contrôle de Trump sur son parti, paradoxalement, n'est pas une bonne nouvelle pour la stabilité à court terme. C'est le chaos. C'est un animal blessé qui devient plus dangereux. Que fait un leader lorsque son pouvoir interne s'effondre? Il cherche des ennemis extérieurs. Il redouble de rhétorique incendiaire. Il tente de créer une crise plus grande pour détourner l'attention. Ce qui m'inquiète, en tant qu'investisseur dans la stabilité mondiale, c'est que le risque d'un faux pas géopolitique, d'une escalade rhétorique qui devient réelle, augmente de façon exponentielle lorsque l'autorité interne est contestée. Regardez ce qui s'est passé en Turquie avec Erdogan. Lorsqu'il a fait face à des défis internes, il n'a pas fait marche arrière. Il a purgé les institutions. Il a emprisonné les journalistes, les juges, les militaires. Il a consolidé son pouvoir en détruisant les contre-pouvoirs. Regardez la Hongrie d'Orban. Il a utilisé la législature, étape par étape, pour démanteler la démocratie de l'intérieur, en s'assurant qu'aucun sénateur Markham ne pourrait jamais émerger. La différence cruciale, mesdames et messieurs, c'est que le système américain a jusqu'à présent permis à Markham de démissionner et de parler. La question est, est-ce le début de la fin pour l'autoritarisme, ou est-ce le dernier soupir de l'institution avant la purge finale? Permettez-moi une autre analogie d'entreprise. Pensez à Kodak. Kodak a inventé l'appareil photo numérique. Ils l'avaient dans leur laboratoire. Mais ils ont refusé de le commercialiser de peur de cannibaliser leur activité principale, la pellicule. Ils étaient tellement investis dans l'ancien modèle économique qu'ils ont nié la réalité jusqu'à la faillite. Le Parti républicain est devenu Kodak. Le Trumpisme était leur pellicule. Il leur a rapporté d'énormes bénéfices à court terme, des nominations judiciaires, une base électorale galvanisée, un pouvoir incontesté. Mais ils savaient, dans leur laboratoire, dans leurs conversations privées, dans les rapports de leurs propres sondeurs, que ce produit avait une date d'expiration. Ils savaient qu'ils corrodaient la marque dans le conservatisme,
et aliénait les nouveaux marchés, les jeunes électeurs, les indépendants des banlieues. La démission de Markham est l'équivalent d'un ingénieur senior de Kodak qui plaque sa démission en disant « Le numérique est l'avenir. La pellicule est morte, et cette entreprise refuse de voir la réalité. » L'effondrement du pouvoir de Trump n'est pas un assassinat politique. C'est une faillite morale et stratégique qui couvait depuis des années. C'est la reconnaissance tardive que la pellicule politique ne se vend plus. Mais allons plus loin. Ce n'est pas seulement un problème pour un parti. C'est un risque systémique. Après avoir observé l'effondrement de systèmes entiers, je peux vous dire que l'interconnexion est le vrai danger. En 2008, ce n'était pas la faillite d'une seule banque qui était le problème. C'était le fait que toutes les banques détenaient les mêmes actifs toxiques, les subprimes. Aujourd'hui, le subprime politique est la croyance que l'on peut ignorer l'état de droit pour un gain partisan. Les deux parties détiennent cet actif toxique à des degrés divers. Lorsque la confiance dans les notations, les institutions, les tribunaux, les élections s'effondrent, tout le système gèle. Nous sommes dangereusement proches d'un gel institutionnel. Que se passe-t-il lorsque 30% du pays, selon un récent sondage du Pew Research Center, croient fermement que toute élection qu'ils perdent est truquée? Que se passe-t-il lorsque l'autre moitié croit que leurs adversaires sont des fascistes illégitimes? Mesdames et messieurs, vous n'avez plus de démocratie. Vous avez une guerre civile froide. Le capital fuit les guerres civiles. Les investisseurs exigent une prime de risque massive pour rester dans un pays où les règles peuvent changer du jour au lendemain en fonction de l'homme fort au pouvoir. Le véritable effondrement du pouvoir de Trump ne sera pas célébré par ses adversaires. Il sera pleuré par tous, car il pourrait entraîner l'effondrement de la crédibilité du système américain tout entier. Venons-en maintenant au scénario possible, car un investisseur ne se contente pas de déplorer le passé, il anticipe l'avenir. Scénario 1. Le réveil du conseil d'administration. La démission de Markham enhardit d'autres modérés. Le conseil d'administration, le GOP, se réunit, réalise que le PDG met l'entreprise en faillite et organise une éviction. Il coupe les fonds, il le censure publiquement, il présente un nouveau business plan, un nouveau candidat, une nouvelle plateforme, aux actionnaires, les électeurs. C'est le scénario optimiste. Il est douloureux. Il provoquera une scission du parti à court terme. Mais il sauve l'entreprise à long terme. La volatilité sera élevée, mais la reprise sera possible. Scénario 2. La forteresse assiégée. C'est le scénario Erdogan-Orban. La démission de Markham est vue non pas comme un avertissement, mais comme une trahison. L'ancien président utilise cet acte pour galvaniser sa base. Il ne s'effondre pas. Il se purge. Il lance des primaires contre tous ceux qui n'ont pas condamné Markham. Le parti cesse d'être une institution politique pour devenir un culte de la personnalité. C'est le scénario de la normalisation de l'autoritarisme. Dans ce cas, mesdames et messieurs, le risque pour les marchés n'est pas la volatilité, c'est la stagnation. C'est la fuite des capitaux à long terme, la dégradation de la note de crédit des États-Unis, la fin du dollar comme monnaie de réserve mondiale, car le monde ne peut pas faire confiance à un système dirigé par des loyalistes plutôt que par des lois. Scénario 3. La paralysie chronique. C'est le scénario du Brexit. Le parti se déchire mais personne ne gagne. Le pouvoir de Trump s'effondre suffisamment pour qu'il ne puisse pas diriger efficacement, mais pas assez pour qu'il disparaisse. Il reste une force de blocage, un spoiler. Le résultat est une paralysie législative totale. Aucune réforme majeure n'est possible. Les États-Unis deviennent ingouvernables, incapables de répondre à une crise économique ou géopolitique. C'est l'effondrement lent, la pourriture de l'intérieur. C'est le Japon des années 90, mais politique. Ce qui est fascinant d'un point de vue analytique, c'est la dimension psychologique de tout cela. Nous nous sommes habitués. Nous avons normalisé ce qui, il y a 20 ans, aurait mis fin à une carrière politique en une journée. Nous avons développé une anesthésie collective face à l'outrage. Le discours de Markham, c'est quelqu'un qui crie au feu, dans un théâtre bondé où tout le monde porte des bouchons d'oreilles. Le véritable danger n'est pas l'incendie, c'est notre incapacité collective à l'entendre. Ce n'est pas seulement que le pouvoir de Trump s'effondre, c'est que l'infrastructure de la réalité partagée s'effondre avec lui. Nous avons externalisé notre pensée critique à des algorithmes et à des présentateurs de nouvelles par câble qui profitent de la division. L'histoire nous enseigne que les démocraties ne meurent pas assassinées dans des ruelles sombres. Elles meurent en plein jour, applaudies par des foules qui croient qu'elles assistent à un spectacle, jusqu'à ce que les portes se ferment
et qu'il soit trop tard. La démission de Markham n'est pas le spectacle. C'est l'avertissement que la porte est en train de se fermer. Pensez à l'effondrement de l'Union soviétique. Pendant des décennies, le système semblait invincible, monolithique. Mais en dessous, l'économie était en ruine, la confiance était nulle et la légitimité avait disparu. Puis un jour, un événement. Tchernobyl, la chute du mur de Berlin, a révélé que le roi était nu. Et l'effondrement n'a pas pris des décennies. Il a pris des mois. Le pouvoir n'est pas une structure physique. C'est une croyance partagée. Le pouvoir de Trump n'a jamais résidé au Congrès ou à la Maison-Blanche. Il résidait dans la croyance partagée par des millions de personnes qu'il était leur défenseur, et dans la croyance partagée par les politiciens qu'il était invincible. La démission de Markham, un loyaliste, un initié, brise cette croyance. C'est Tchernobyl. C'est l'explosion qui révèle la contamination sous-jacente. L'effondrement du pouvoir ne sera pas linéaire. Il sera soudain. C'est ce que nous appelons en finance un Minsky moment. Un moment où les investisseurs réalisent de soudainement que la valeur des actifs surévalués s'effondre et se précipitent tous vers la sortie en même temps. Nous assistons peut-être au Minsky moment politique de Donald Trump. La déloyauté calculée de Markham, si c'en est une, pourrait être le signal que les investisseurs politiques les plus avisés, les sénateurs qui veulent survivre, se précipitent vers la sortie. Ce qui m'inquiète profondément, c'est ce qui vient après. La nature a horreur du vide, et la politique aussi. Si le pouvoir de Trump s'effondre, qu'est-ce qui le remplace? Est-ce un retour à un conservatisme institutionnel stable, ou est-ce quelque chose de pire? Quelqu'un de plus intelligent, de plus discipliné, de plus efficace pour démanteler les normes, mais avec un visage souriant? Après avoir observé l'effondrement de systèmes entiers, je peux vous dire que la chute d'un homme fort conduit rarement à une démocratie libérale stable du jour au lendemain. Elle conduit souvent à une lutte de pouvoir chaotique entre ses lieutenants. Mesdames et messieurs, nous devons être prêts à gérer non pas la victoire, mais les conséquences. Ce n'est pas le moment de célébrer la chute d'un homme, c'est le moment de s'inquiéter de la survie du système. La vraie question est, avons-nous encore les outils institutionnels, le consensus civique pour gérer cette transition sans nous déchirer? Car pendant que l'establishment politique à Washington est stupéfait par cette démission, il se retrouve paralysé par un parti qui pendant des années a externalisé sa colonne vertébrale idéologique à un seul homme, ce même parti qui lui plante maintenant un couteau dans le dos, non pas par courage, mais par peur de l'obsolescence. Ce n'est pas une simple crise politique, c'est une crise de gouvernance fondamentale. C'est un audit public de l'âme de la nation. Et les chiffres, mesdames et messieurs, ne sont pas bons. Le contrat social se brise. L'état de droit est considéré comme une option. La séparation des pouvoirs est devenue une suggestion polie. Sans un retour immédiat à la primauté du processus sur la personnalité, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, il n'y a pas d'investissement à long terme. Et sans investissement, il n'y a pas de prospérité. C'est une construction en cascade, et nous sommes en train de retirer les blocs de base. Alors, que faire? Que fait un investisseur avisé lorsque le marché devient irrationnel et que le risque systémique est à son comble? On ne panique pas. On ne vend pas tout dans la précipitation. Mais on ne reste pas non plus assis en espérant que tout ira bien. On réévalue ses fondamentaux. On audite son portefeuille, et c'est ce que je vous demande de faire. Premièrement, arrêtez l'anesthésie. Éteignez la télévision par câble qui vous vend de l'indignation 24 heures sur 24. Lisez le discours de Markham dans son intégralité. Lisez les rapports sources. Lisez les analyses économiques qui montrent l'impact de l'instabilité politique sur les taux d'intérêt et l'inflation. Arrêtez d'être des consommateurs de rage et redevenez des citoyens informés. Deuxièmement, auditez vos propres représentants. Considérez-les comme les membres du conseil d'administration de votre entreprise. USA Inc. Font-ils leur travail de surveillance? Ou sont-ils des administrateurs fantômes qui ne font qu'encaisser leurs chèques politiques tout en laissant le PDG piller l'entreprise? Exigez des comptes. Appelez leur bureau. Demandez-leur non pas ce qu'ils ressentent à propos de Trump ou de Markham, mais ce qu'ils font concrètement pour protéger l'état de droit et la stabilité institutionnelle. Demandez-leur leur position sur la certification des élections, sur l'indépendance de la justice. Ce ne sont pas des questions partisanes, ce sont des questions de gouvernance de base. Troisièmement, investissez localement. Si le marché national, Washington, est trop volatile et corrompu, renforcez vos actifs locaux. Engagez-vous dans vos conseils municipaux, vos commissions scolaires. C'est là que la démocratie a ses racines les plus solides. Si nous laissons ces racines pourrir,
l'arbre tout entier tombera, quelle que soit la force apparente du tronc. Quatrièmement, diversifiez vos sources d'information. En tant qu'investisseur, je ne lirai jamais le rapport d'une seule agence de notation. Pourtant, des millions d'Américains confient leur vision du monde à une seule chaîne d'information ou à un seul fil de médias sociaux. C'est de la folie financière et civique. Recherchez les voies dissidentes, même celles avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, pour comprendre l'ensemble du paysage des risques. Cinquièmement, comprenez que vous êtes les actionnaires. Vous avez le pouvoir ultime. Le conseil d'administration, le congrès et le PDG, l'exécutif, travaillant pour vous. Mais si les actionnaires ne se présentent pas à l'Assemblée générale, s'ils ne lisent pas le rapport annuel et s'ils ne votent pas en connaissance de cause, ils méritent la direction qu'ils obtiennent. L'apathie est une approbation tacite de la mauvaise gestion. Mesdames et messieurs, nos enfants et nos petits-enfants nous demanderont ce que nous avons fait pendant cette période. Pas ce que nous avons tweeté, pas ce que nous avons ressenti, mais ce que nous avons fait. Leur avons-nous légué une république fonctionnelle, une économie stable et un système basé sur des lois? Ou leur avons-nous laissé les dettes d'un parti politique en faillite et les ruines fumantes d'une expérience démocratique qui a échoué par négligence? La démission du sénateur Markham n'est pas la fin de l'histoire. C'est un avertissement. C'est le canari dans la mine de charbon. Il nous dit que l'air devient toxique. Allons-nous écouter? Allons-nous ventiler la mine? Ou allons-nous continuer à creuser en ignorant le silence de l'oiseau jusqu'à ce que nous suffoquions tous? Ce qui est requis maintenant, ce n'est pas plus de colère, c'est plus de courage. Le courage de Markham peut être tardif de dire assez, mais aussi le courage des citoyens ordinaires de regarder la vérité en face, même si elle est désagréable. Le courage de placer le pays au-dessus du parti et la Constitution au-dessus de la personnalité. Le pouvoir de Trump ne s'effondre pas dans le vide, il s'effondre sur nous. Et c'est notre responsabilité de construire quelque chose de plus fort, de plus résilient, de plus digne de confiance à sa place. L'histoire a les yeux sur nous. Les marchés mondiaux observent. Non pas nos discours, mais nos actions. Ne croyez pas que c'est la normalité. N'acceptez pas l'inacceptable. Le moment d'agir en tant que propriétaire de cette entreprise, et non en tant que spectateur passif, c'est maintenant. Car en fin de compte, la seule chose qui sépare une institution stable d'un effondrement chaotique, c'est la volonté collective des gens ordinaires d'exiger l'intégrité.